Ok, let's go. Bienvenue sur le Rookscast, épisode numéro 7. Aujourd'hui, on va parler mental. Et on va parler d'un outil ou de deux outils très puissants qui sont sous-utilisés dans la performance sportive, à savoir la visualisation mentale et le conditionnement mental. Parce que si je vous disais que juste en vous asseyant, tranquillou bilou, et en imaginant que vous vous entraînez, vous allez pouvoir améliorer vos perfs. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Ça peut sembler magique, ou ça peut relever du développement personnel New Age, mais pourtant, les neurosciences modernes vont venir confirmer ce que des athlètes d'élite pratiquent depuis des décennies. À savoir que votre cerveau ne fait qu'une distinction limitée entre une action qui est réellement effectuée et une action qui est intensément imaginée. Parce que les mêmes régions au niveau du cerveau vont s'activer et c'est les mêmes voies neuronales qui vont se renforcer. Ce qui veut dire que par la suite, les adaptations qui pourront résulter vont être mesurables et significatives. Ok? Imaginez. Si vous pensez à Michael Phelps, le nageur le plus titré de l'histoire olympique, et bien son entraîneur Bob Bowman, qui aujourd'hui est l'entraîneur de Léon Marchand, raconte qu'avant chaque course, Phelps visualise sa performance parfaite dans les moindres détails. Ça commence par le plongeon, chaque mouvement de bras, chaque respiration, quand il touche le mur, et il fait ça des centaines de fois. Et bien, cette pratique mentale, c'est pas un supplément à son entraînement physique, c'en est une composante intégrante et essentielle. On va prendre un autre exemple, celui des JO de 80 à Moscou, où l'équipe soviétique a mené une expérience. Il y avait 4 groupes d'athlètes avec des ratios différents d'entraînement, à savoir physique versus mental. Le groupe avec 75% d'entraînement mental et seulement 25% d'entraînement physique a performé aussi bien que celui avec 100% d'entraînement physique. Et c'est un résultat qui a stupéfait la communauté sportive internationale. Alors aujourd'hui, on va explorer les mécanismes neurologiques qui vont venir expliquer ces phénomènes. Comment une simple imagination peut modifier la structure et la fonction de votre cerveau. Qu'est-ce que l'imagerie motrice et pourquoi elle va activer les mêmes neurones que l'action réelle? Et ensuite, comment ce conditionnement mental il peut influer non seulement vos capacités motrices, mais aussi votre force, votre endurance et même votre résistance à la douleur. Ensuite, on va voir les applications pratiques, comme toujours. Donc savoir comment structurer une séance de visualisation pour qu'elle soit efficace, quelles sont les différentes perspectives, qu'elles soient internes ou externes, et comment intégrer cette pratique dans votre routine d'entraînement. Ensuite, on va explorer le conditionnement mental au-delà de la simple visualisation. On va parler de dialogue interne, des rituels de performance et de la gestion de l'état émotionnel. L'aspect le plus fascinant, c'est peut-être sur les capacités intellectuelles. La visualisation, elle n'améliore pas seulement la performance motrice, mais elle affecte aussi votre concentration. Elle va affecter la prise de décision sous pression, la gestion du stress et même la créativité tactique. Un joueur d'échecs qui visualise ses parties, un quarterback qui imagine des séquences de jeu ou un chir qui répète une procédure d'opération, ils vont tous utiliser le même substrat au niveau neurologique. Alors asseyez-vous, préparez-vous à être un petit peu mindfuck et voir comment votre esprit finalement peut devenir bien plus qu'un outil d'entraînement parce que c'est plus sophistiqué que ça. Et vous allez pouvoir faire ça à tout moment quasiment. Vous n'avez pas besoin d'équipement et ça va être une possibilité, un moyen de vous faire progresser même quand vous êtes blessé, quand vous êtes fatigué ou que vous n'avez pas le matériel qu'il vous faut pour vous entraîner de manière habituelle. Alors pour commencer, on va partir sur un petit peu de théorie et on va commencer par les neurones miroirs. Notre compréhension au niveau de la visualisation mentale, elle a été complètement transformée dans les années 90 par justement une découverte accidentelle dans le laboratoire de Giacomo Risolati à l'université de Parme, où les chercheurs étudiaient l'activité neuronale chez les macaques pendant les mouvements de préhension. Un jour, un chercheur qui a pris une cacahuète devant le singe, dont le cerveau était branché aux électrodes, et à la surprise générale, les neurones moteurs du singe se sont activés exactement comme si c'était lui qui effectuait le mouvement, alors qu'il était seulement en train de regarder le chercheur le faire. Et cette découverte, elle a mené à l'identification des neurones miroirs.
Ce sont des neurones qui vont venir s'activer à la fois quand vous effectuez une action et quand vous observez quelqu'un d'autre effectuer cette même action. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces neurones s'activent également quand vous imaginez simplement l'action. Comme par hasard. Chez l'humain, le système nerveux miroir est encore plus développé. Il va s'étendre à travers plusieurs régions, à savoir le cortex prémoteur, l'aire prémotrice supplémentaire, le cortex pariétal inférieur, et même des régions limbiques qui sont impliquées dans les émotions. Et le fait que ce réseau soit aussi étendu va nous expliquer pourquoi on peut non seulement imiter des actions observées, mais aussi comprendre les intentions derrière ces actions et ressentir les émotions qui y sont associées. Et comme dit pour l'athlète, cette découverte, elle est capitale. Parce que ça signifie que si on regarde un expert effectuer un mouvement technique, ça va activer partiellement les mêmes circuits neuronaux que si on effectuait nous-mêmes le mouvement. Et si on combine ça avec une visualisation active, on peut créer un puissant outil d'apprentissage au niveau moteur. On a des études d'imagerie cérébrale qui utilisent l'IRM fonctionnel qui ont révélé quelque chose de remarquable, c'est que quand vous imaginez un mouvement avec suffisamment de détails et d'intensité, votre cerveau, il active à peu près 90% des mêmes régions que si vous effectuez réellement le mouvement. Et regardons ce qui s'active pendant l'imagerie motrice, c'est-à-dire le cortex moteur primaire, qui va envoyer normalement les commandes aux muscles, lui, il s'active partiellement. Le cortex prémoteur et l'aire motrice supplémentaire, qui eux sont responsables de la planification et de la séquence motrice, eux, ils s'activent pleinement. En plus, on a le cervelet, qui est crucial pour la coordination et le timing, qui montre une activation qui est relativement significative. Et les ganglions de la base, qui sont impliqués dans la sélection et l'initiation du mouvement, ils sont également recrutés. Donc retenez que grosso modo, que quand vous pensez faire un mouvement, votre cerveau s'active comme si vous le faites. Et à l'université de Chicago, ils ont comparé l'activation cérébrale pendant un mouvement de piano réel versus pendant un mouvement de piano imaginé. Et les pianistes experts montraient des patterns d'activation quasi identiques dans les deux conditions. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que l'activation suivait la même séquence temporelle, synchronisée avec le timing imaginé de la performance musicale. Moi, ça me rend complètement dingue. Et cette équivalence fonctionnelle, elle a une implication profonde. C'est qu'en pratiquant mentalement un mouvement, vous renforcez les mêmes voies neuronales que lors de la pratique physique. Vous allez créer et consolider les programmes moteurs, vous affinez les patterns de coordination, vous optimisez le timing. Et tout ça est juste le cul dans le canapé. Mais c'est magique. Derrière, on a donc une plasticité cérébrale. Le cerveau, il possède une capacité de réorganisation structurelle et fonctionnelle vis-à-vis de l'expérience. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Et cette plasticité, elle nécessite pas une expérience physique réelle. L'imagerie mentale, elle peut induire des changements mesurables au niveau de la structure cérébrale. En 2004, il y a une étude qui a été publiée dans le journal Neuroscience qui a scanné le cerveau de pianistes, encore une fois, avant et après des sessions de pratique mentale. Après 5 jours de pratique mentale d'une séquence de piano, pendant 2 heures par jour, l'imagerie, elle a révélé une expansion de la représentation corticale des doigts dans le cortex moteur primaire. Et cette expansion, elle était comparable, même si légèrement inférieure, à celle observée avec une pratique physique réelle. Comme on l'a dit avant, il y avait 90% de recrutement similaire. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que sur des athlètes d'aviron, une étude qui a été pratiquée pendant 6 semaines demandait une visualisation régulière. Et ça augmentait non seulement la perf, mais aussi l'épaisseur du cortex dans les régions motrices et pariétales qui étaient associées au mouvement d'aviron. Et cette modification structurelle, elle persiste plusieurs semaines après l'arrêt de la pratique mentale. Alors au niveau microscopique, la visualisation, elle va renforcer donc les connexions synaptiques, c'est-à-dire les connexions entre les neurones. Donc chaque fois que vous imaginez un mouvement, les neurones qui sont impliqués dans ce mouvement vont s'activer. Et selon le principe Hebbian, neurons that fire together wire together, cette activation répétée va renforcer les connexions de ces neurones. Le lien sera plus fort. Donc vous allez, au lieu d'avoir des départementales, des petites routes de campagne entre les neurones, vous allez avoir des autoroutes. Et si vous avez une autoroute, le pattern il sera plus efficace. Le pattern moteur sera plus spécifique, plus puissant, plus performant.
Mais si on retient tout ça, on va se demander derrière pourquoi les muscles, ils bougent pas. Parce que si au niveau du cerveau, ce sont les mêmes aires motrices qui s'activent, derrière, pourquoi est-ce qu'on peut rester assis dans le canapé à faire ça? Eh bien, la réponse, elle réside dans un mécanisme d'inhibition sophistiqué. Puisque pendant l'imagerie motrice, le cortex moteur primaire va s'activer. Mais cette activation, elle est partiellement inhibée avant d'atteindre la moelle épinière. Et cette inhibition, elle provient de plusieurs sources. On a le cortex préfrontal, qui maintient la distinction entre l'imagination et la réalité. Et on a ensuite des circuits sous-corticaux qui, eux, vont moduler l'excitabilité au niveau spinal. Mais cette inhibition, comme on l'a vu, elle n'est pas totale. Et il y a des études à l'EMG qui montrent que pendant une visualisation intense, on peut détecter une infime activité musculaire. Bien en dessous du seuil de mouvement, on ne pourra pas bouger, mais cette activité subliminale, elle confirme que les commandes motrices sont bel et bien générées. Simplement, elles sont atténuées, elles sont trop fines pour générer un mouvement. Et un fait intéressant, c'est qu'avec l'entraînement, les athlètes, ils deviennent meilleurs pour maintenir cette inhibition motrice, en maximisant l'activation cérébrale. Donc c'est une compétence en soi, parce que générer une représentation mentale très vive du mouvement, sans que le corps ne bouge de manière involontaire. Donc au final, ça va au-delà du cerveau. Et pendant longtemps, on pensait que la visualisation, elle affectait uniquement le système nerveux central. Mais il y a des recherches récentes qui vont suggérer qu'il y a des effets aussi périphériques et que ceux-ci sont mesurables, même s'ils sont bien plus modestes, on est d'accord. Il y a une étude plutôt controversée, mais qui reste fascinante, où ils ont immobilisé le poignet de sujet dans un plâtre pendant 4 semaines. Il y a un groupe qui pratiquait la visualisation de manière quotidienne, avec des contractions musculaires du poignet qui étaient immobilisées, et l'autre groupe qui ne faisait absolument rien. Et quand on a retiré le plâtre, le groupe de visualisation avait perdu 50% de force en moins que le groupe contrôle. Et comment c'est possible si les muscles n'ont pas bougé? Alors il y a plusieurs mécanismes qui sont proposés, et premièrement, il y a l'activation neuronale. Puisque même sans contraction visible, on pourrait maintenir partiellement l'excitabilité de la jonction neuromusculaire. Deuxièmement, on a une visualisation qui pourrait moduler les facteurs hormonaux et métaboliques qui influencent le maintien de la masse musculaire. Et tertio, ce qui est le plus probable, c'est que l'effet pourrait être principalement neural, à savoir une meilleure préservation des circuits de recrutement moteur qui permet une réactivation plus rapide après l'immobilisation. Grosso modo, c'est un petit peu comme si vous étiez débutant et que au début, comme on l'a vu dans un podcast précédent, on active davantage le système neural plutôt que le développement musculaire. Et bien ici, on arrive simplement à préserver cet influx nerveux, mais pas l'influx musculaire, ou la capacité musculaire plutôt. Alors c'est bien magique tout ça, ok, on peut s'entraîner sans bouger, mais est-ce qu'on en est tous capables? Parce qu'on va pas tous visualiser les mouvements avec la même facilité ou la même vivacité. Et cette capacité, elle varie considérablement entre les individus. Et elle peut être évaluée via des questionnaires comme le VMIQ, le Vividness of Movement Imagery Questionnaire. Certaines personnes sont ce qu'on appelle des visualisateurs vifs. Donc quand ils ferment les yeux et qu'ils imaginent un mouvement, l'expérience, elle est presque aussi riche sensoriellement que la réalité. Ils vont avoir des petits détails visuels, ils vont ressentir les sensations, ils vont entendre les sons. Et il y a d'autres personnes qui malheureusement vont être des visualisateurs faibles, où leurs images mentales, elles vont être vagues, floues et plutôt difficiles à maintenir. Et derrière tout ça, la bonne nouvelle, c'est que la capacité de visualisation, elle est entraînable, comme tout le reste. Il y a des études qui montrent qu'après plusieurs semaines de pratique régulière, même des visualisateurs qui étaient initialement faibles vont améliorer leur vivacité et le contrôle de leurs images mentales. C'est une compétence qui se développe comme toutes les autres. Et forcément, les athlètes d'élite tendent à être de meilleurs visualisateurs que la population générale. Mais est-ce que les bons visualisateurs deviennent les meilleurs athlètes? Ou parce que l'entraînement athlétique améliore les capacités de visualisation? Sans doute un peu des deux. C'est une boucle de renforcement positif. L'un va dans un sens et l'autre l'entraîne. On a aussi parlé d'émotion au début dans l'intro. Et la visualisation efficace, elle n'est pas simplement une répétition mentale froide et détachée du mouvement. L'activation émotionnelle, comme on le sait tous, a un rôle crucial dans les entraînements et dans la vie de tous les jours. Quand vous visualisez, vous devez non seulement voir et sentir le mouvement, mais vous devez aussi ressentir les émotions associées, la confiance, l'excitation, la détermination, l'ensemble. Et cette composante émotionnelle,
Elle va activer le système limbique, dont on a parlé précédemment, et plus particulièrement l'amygdale et l'hippocampe. Et cette activation limbique, elle va renforcer la consolidation de la mémoire motrice. Parce que, comme on le sait, les souvenirs qui sont chargés émotionnellement sont beaucoup mieux encodés et on s'en rappelle beaucoup plus facilement. De même, les patterns moteurs associés à des états émotionnels positifs sont plus robustes et accessibles sous pression. Des études en neurosciences affectives montrent que visualiser une performance réussie en cultivant délibérément des émotions positives, donc la fierté, de la confiance, de la joie, va activer non seulement les régions motrices, ça on l'a déjà vu, mais aussi des régions associées à la récompense et à la motivation, le cortex préfrontal ventromédian et le striatum ventral, bon, peu importe pour les noms. Et cette activation, elle va créer des associations positives qui, par la suite, dans le futur, vont faciliter l'exécution du mouvement. C'est complètement dingue. Et à l'inverse, si on visualise avec anxiété ou avec doute, eh ben, ça peut renforcer des patterns qui seront contre-productifs. Et c'est pourquoi la qualité émotionnelle de votre visualisation, elle est tout aussi importante que la précision technique. Donc vous allez devoir imaginer les choses de manière réaliste, au plus profond, avec vos sensations. La barre, si vous faites de l'haltéro, elle peut être froide. Si c'est de la natation, l'eau elle peut être chaude, peut être froide. Mais vous devez aussi penser à l'aspect émotionnel et être dans un bon mood pour que tout se passe pour le mieux. Et maintenant, forcément, on va voir comment pratiquer cette visualisation. Parce que je suis sûr que là, vous êtes tous impatients de vous dire par quelle magie est-ce qu'on peut arriver à améliorer ses perfs. Et comme on l'a vu, il y a deux perspectives, interne et externe. La perspective interne, ce sera la première personne. Donc c'est vous qui imaginez le mouvement de votre propre point de vue, comme si vous le viviez. Vous voyez ce que vos yeux verraient, c'est du POV. Vous avez les sensations dans votre corps. Donc si vous visualisez un squat, vous sentez le poids de la barre sur vos épaules, la tension dans les jambes, la poussée à travers les pieds, la remontée qui est difficile, la barre qui penche un petit peu, etc., etc. Et cette perspective, elle est très puissante pour l'encodage kinesthésique, l'encodage du mouvement. Elle active fortement les régions sensorimotrices et elle est idéale pour affiner la sensation du mouvement, le timing, la coordination. Quand vous montez sur le squat, à quel moment vous allez pousser plus dans les jambes, à quel moment va falloir vous redresser, faire attention à votre respiration. Et les études montrent qu'elle produit une activation qui est plus forte au niveau du cortex moteur primaire que la perspective externe. Et c'est parfait parce que c'est quoi la perspective externe? C'est quand c'est à la troisième personne. C'est quand vous voyez de l'extérieur, comme si vous regardiez une vidéo de vous-même ou que vous observez quelqu'un. Vous observez la forme générale, globale du mouvement, la position de votre corps dans l'espace, l'esthétique technique. Et cette perspective, elle est excellente pour corriger la technique et comprendre le mouvement dans son ensemble. Elle va activer plus fortement les régions visuelles et pariétales qui sont associées à la perception spatiale. Et c'est très utile pour les mouvements complexes où la forme technique elle est critique, comme un mouvement de gym ou un swing de golf par exemple. Vous devez le voir de l'extérieur, puisque de l'intérieur vous n'avez pas du tout la bonne vision pour savoir est-ce que le pied a tourné, est-ce que ici mon swing il est parti suffisamment loin, etc., etc. Et ben, on va se demander quelle perspective je dois utiliser. Et bien vous avez déjà la réponse. Il va falloir une approche combinée de préférence, puisque celle-ci sera plus optimale. Vous allez axer sur les deux penchants. Vous allez commencer par une perspective externe pour établir le pattern global, puis ensuite vous allez passer sur une perspective interne pour intégrer les sensations. Et vous allez alterner entre les deux pendant une session de visualisation. Et forcément, les athlètes d'élite qui ont été entraînés à cette visualisation vont pouvoir passer de manière beaucoup plus fluide d'une perspective à l'autre, parfois même en combinant les deux simultanément. C'est une vision d'esprit. Et ça va forcément requérir une capacité de visualisation très développée. Donc ce sera petit à petit qu'on va pencher vers ces alternatives, ces changements d'une perspective à l'autre. Mais on est bien d'accord que tout ça, vous n'allez pas juste vous poser 30 secondes sur votre canapé, bim, visualiser. Non, il va falloir consacrer une session particulière à ça. Donc la première phase, ça va être une préparation. Pendant 2-3 minutes, vous allez déjà trouver un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé. Vous allez vous asseoir, vous allonger, vous allez vous mettre confort, fermer les yeux, et avec la respiration, vous allez déjà calmer votre esprit, réduire les distractions mentales. Et cette phase de relaxation, elle est cruciale.
Un esprit qui sera agité, qui sera distrait, ne pourra pas générer des images mentales vives et contrôlées. Il va falloir utiliser une technique de relaxation progressive si c'est nécessaire. Relâcher consciemment la tension dans chaque partie du corps, des pieds jusqu'à la tête. Ok ? Une fois que la préparation c'est ok, on va passer à l'activation du contexte. Pendant 2-3 minutes, pareil, avant de visualiser le mouvement en lui-même, vous allez mentalement créer le contexte environnemental dans lequel vous êtes. Est-ce que c'est un entraînement simple? Est-ce que c'est pendant une compétition? Si c'est le cas, quelle compétition? Est-ce qu'il y a du public? Est-ce que c'est à huis clos? Est-ce que c'est juste avec le club? Si vous visualisez un squat, imaginez la salle de musculation, le son, les odeurs, la température. Est-ce que il fait un petit peu frais? Est-ce que vous avez chaud? Le sol sous les pieds. Si c'est une course, vous allez imaginer la ligne de départ, le monde autour, la galvanisation, etc., le petit discours, la musique, les autres coureurs, le vent, le parcours, tout ça. Et cette contextualisation, elle active les réseaux de mémoire associés. Et elle rend l'expérience plus immersive, plus réaliste. Plus votre visualisation elle est riche en détails sensoriels, plus elle est efficace. Et qui dit sensoriel dit aussi émotionnel. Vous vous sentez galvanisé si c'est le début d'une course. Vous avez ce petit frisson, cette envie de tout arracher. Ok ? Et ensuite, la phase 3, c'est le cœur. La visualisation du mouvement. Pendant 10-15 minutes. Maintenant, visualisez le mouvement ou la performance. Commencez lentement, en décomposant le mouvement si nécessaire. Par exemple, pour un squat, on approche de la barre, on positionne les mains, on se place, la barre sur le dos, on retire la barre du squat, un pas en arrière, 2 pas en arrière, positionnement des pieds, inspiration, le breathing, on descend, genou vers l'extérieur, pose en bas, maintien de la tension, on pousse, on explose, et on stabilise en position haute, et on re-rack. Et on va répéter cette séquence plusieurs fois. Au début en vitesse réelle, et ensuite, petit à petit, on va ralentir certaines phases pour pouvoir se concentrer sur des points techniques plus spécifiques. Puis on va accélérer progressivement vers la vitesse de compétition. Ce qui va être intéressant, c'est que, comme on l'a vu, là, on va inclure des répétitions qui sont parfaites. C'est ce qu'on cherche à atteindre techniquement. Mais de manière stratégique, on va aussi chercher à inclure des répétitions où on va corriger les erreurs. Par exemple, imaginez que vous commencez à perdre l'équilibre, puis que vous vous rattrapez. Et ça va préparer votre cerveau à gérer les imprévus. Si vous êtes en bas du squat, vous sentez que c'est plus dur, que c'est plus lourd que d'habitude, vers où est-ce que vous allez pousser? Où est-ce que vous allez chercher l'énergie pour remonter cette barre? Parce qu'elle va remonter. Derrière, en phase 4, on va avoir l'intégration émotionnelle. Maintenant que la visualisation elle est réussie de manière complète, la barre est remontée de manière puissante, la sensation de force elle est contrôlée et vous êtes satisfait. Permettez-vous de ressentir cette fierté, cette confiance, cette excitation sur l'aspect émotionnel. Et donc cette dernière phase, cette intégration émotionnelle, va avoir pour but d'ancrer des associations émotionnelles positives qui seront rappelées pendant l'exécution réelle. Vous programmez votre système nerveux non seulement pour le comment technique, mais aussi pour le sentiment de la réussite. Et suite à ça, la dernière phase, ça va être un retour progressif pendant 1 à 2 minutes. Vous allez terminer par quelques respirations profondes, prendre le temps de revenir progressivement à l'état de veille. Vous allez ouvrir les yeux doucement, bouger lentement avant de vous lever. Et cette transition, elle vous permet d'intégrer l'expérience sans dissiper brutalement l'état de concentration dans lequel vous étiez, que vous avez cultivé. Et donc vous pouvez constater que grosso modo, ça vous prend 20, 25, 30 minutes. Mais la question subsidiaire, c'est la fréquence, la durée. Combien de temps et à quelle fréquence on doit pratiquer cette visualisation? Grosso modo, des sessions de 15-20 minutes, c'est optimal. Des sessions plus courtes, de 5-10 minutes, peuvent être bénéfiques, mais elles vont être moins efficaces pour induire des changements neurologiques profonds. Et à contrario, forcément, des sessions trop longues, donc de plus de 30 minutes, on va voir une diminution de la qualité de visualisation à mesure que la fatigue mentale s'installe. Et par rapport à la fréquence, 4 à 7 sessions par semaine, ça semble optimal pour des améliorations significatives. Comme pour l'entraînement physique, la consistance est plus importante que l'intensité occasionnelle. Mieux vaut 15 minutes quotidiennes que 2 heures une fois par semaine. Et une méta-analyse de 2008, qui a regroupé 35 études, a trouvé que les programmes de visualisation de 4 semaines ou plus produisaient des améliorations de performance de 13 à 18% en moyenne, en fonction du type de tâche motrice. Les gains étaient plus importants pour les tâches cognitives et de précision que pour les tâches de force pure.
bien que pour la force, il y avait tout de même des améliorations mesurables. Mais comment on va aussi intégrer ça avec un entraînement physique? Puisque 4 à 7 sessions par semaine, en plus des entraînements, ça commence à faire un petit chiffre. La visualisation, elle n'a pas un but de substituer à l'entraînement physique, mais c'est un but de complément. L'approche optimale va combiner les deux de manière stratégique. Par exemple, avec l'entraînement physique, vous avez 5 à 10 minutes de visualisation juste avant l'entraînement. Ça peut vous servir d'échauffement mental. Vous activez les circuits neuronaux pertinents, vous vous préparez mentalement et vous établissez vos intentions pour cette session, pour cet entraînement. Des études, pareil, montrent que cette préactivation mentale, elle va améliorer la qualité de l'entraînement physique qui va s'en suivre. Les athlètes rapportent une meilleure concentration, un meilleur feeling du mouvement et souvent de meilleures performances dès les premières reps. Entre les séries, par exemple, pendant votre temps de récup, entre des séries lourdes, une visualisation brève de 30 à 60 secondes de la série suivante peut être bénéfique. Vous répétez mentalement la séquence parfaite pendant que votre corps, lui, récupère physiquement. Ensuite, après l'entraînement, pareil, on prend 10-15 minutes de visualisation après l'entraînement pour consolider les apprentissages moteurs qui ont eu lieu pendant la session. Votre mémoire motrice, elle est encore chaude, entre guillemets, de la pratique réelle, et ça va rendre la visualisation encore plus vive, encore plus efficace, parce que vous aurez en tête le mouvement que vous avez fait, quels endroits vous avez pu ressentir pendant l'entraînement, comment corriger cela, etc., etc. Et derrière, pendant les jours de repos, forcément, c'est là où la visualisation elle est la plus précieuse, puisque vous permettez à votre corps de récupérer en continuant de stimuler les adaptations neuronales. Et c'est très utile pour les athlètes en période de récup, par après une blessure ou quand il y a une décharge avant une compète. Ça, c'est par la manière générale. Ensuite, forcément, ça va être différent en fonction du sport que vous faites. Si vous faites de la musculation ou de la force, vous allez visualiser des levées lourds avec un focus intense sur la sensation de puissance et de contrôle. Vous allez inclure des détails, la texture du knurling de la barre, le son du changement des plaques, la tension dans votre corps avant de démarrer le mouvement, comment vous allez mettre en tension vos ischios sur un deadlift. Et pour les sports de force, une technique assez puissante, ça va être de visualiser des charges un petit peu supérieures à votre max. Votre cerveau, il sait pas quelle charge est vraiment sur la barre. Ok, c'est de l'imagination. Et en vous visualisant réussir avec succès une charge plus élevée, vous préparez vos circuits neuronaux à recruter les patterns nécessaires pour y arriver. En course à pied, pour les coureurs de fond par exemple, vous allez visualiser des segments spécifiques du parcours, des sections un peu plus difficiles, une petite montée, un faux plat, comment vous allez relancer le dernier kilomètre, la fatigue accumulée, comment vous allez continuer en voyant la ligne d'arrivée à vous accrocher. Imaginez-vous maintenir un rythme fort et régulier, même en fatigue, même après le 30e kilomètre. Le mur n'existe pas. Pour les sprinters, la visualisation du départ elle est cruciale. La réaction au signal, les premiers pas explosifs, l'accélération progressive, le timing parfait de chaque phase. Il y a des études sur des sprinters de 100 mètres qui montrent que ceux qui visualisent régulièrement leur départ ont des temps de réaction meilleurs, puisque vous vous préparez à un influx nerveux immédiat juste après le départ. Dans les sports de précision, comme le tir, le golf ou les fléchettes, eh oui, les fléchettes sont un sport de précision. Et très complexe d'ailleurs. Ces disciplines bénéficient particulièrement de la visualisation. Vous allez imaginer la trajectoire parfaite de la balle ou de la fléchette, le geste technique impeccable, le résultat optimal pour arriver à 501 points si vous faites de la fléchette. Encore une fois, les golfeurs qui visualisent systématiquement leur coup avant ont une meilleure cohérence et gèrent mieux la pression. La visualisation, ça devient un rituel qui stabilise la perf. Pour les sports d'équipe, par contre, la visualisation, elle peut inclure non seulement vos actions individuellement, mais aussi les patterns du jeu collectif. Un quarterback visualise les routes de ses receveurs, les mouvements de l'adversaire, ses décisions de passe. Un milieu de terrain au foot visualise les espaces, les timings des passes, les courses de ses coéquipiers. Et cette visualisation tactique, elle va activer les réseaux de prise de décision et, entre guillemets, on peut dire qu'on améliore le QI sportif. La capacité à lire rapidement les situations et à prendre des décisions optimales sous la pression sur le terrain. Et juste avant, on a parlé de visualisation un peu plus poussée où vous allez pouvoir ralentir ou modifier la vitesse de lecture de votre visualisation. Ça fait partie des techniques avancées.
Il y a ce qu'on appelle la visualisation cinématographique, où on va varier la vitesse de lecture de la visualisation. On va ralentir sur les phases critiques pour analyser les détails techniques et accélérer les phases plutôt simples. Comme si au final, vous regardiez une vidéo sur le téléphone, soit au ralenti, soit en accéléré. Et vous allez pouvoir aussi faire des zooms sur des aspects spécifiques. La position d'un coude, l'angle d'un genou ou le timing de votre respiration. Alors certes, c'est pas quelque chose qu'on va arriver à faire dès le départ. Et cette flexibilité cinématographique, elle requiert un contrôle mental avancé, qui viendra petit à petit, mais qui permet une analyse technique très fine, et c'est ce qui nous rapproche petit à petit de la performance. On a aussi, dans les techniques avancées, la visualisation corrective, où on va identifier une erreur technique récurrente, et on va se visualiser en train de faire cette erreur. On va arrêter l'image, rembobiner, rejouer la séquence avec la correction appropriée. Et on va intégrer ce schéma. Et cette technique de montage mental, elle est très efficace pour désapprendre des patterns incorrects qu'on a inculqués et qu'on a du mal parfois à modifier pendant les sessions d'entraînement. Et le fait de le voir en avance, ça permettra d'avoir une meilleure approche pendant l'entraînement. Il y a la visualisation multisensorielle aussi. Au-delà du visuel et du kinesthésique, on va inclure le sens, différents sens. Le son de la foule, comme on l'a dit, l'odeur de la salle, le goût de votre pré-workout, la texture de l'équipement, le grip de la barre. Plus votre visualisation est un langage de modalités sensorielles, plus elle active un réseau neuronal large et robuste. Plus vous avez cet ancrage avec la réalité. Il y a la visualisation aussi de processus versus le résultat. Il y a une distinction importante entre la visualisation du résultat final et la visualisation du processus. Les deux ont de la valeur, mais la recherche suggère que la visualisation de process est plus efficace pour l'apprentissage et l'amélioration technique, alors que la visualisation du résultat est plus motivante et va renforcer la confiance en soi. Forcément, et comme pour tout le reste, une approche équilibrée intègre les deux, principalement du process, avec des mouvements de visualisation du résultat pour maintenir l'élan émotionnel. Ok? Ça, c'était pour tout ce qui était visualisation mentale. Maintenant, au-delà de cette image visuelle, il y a un autre outil mental très puissant. C'est votre dialogue interne. Cette voix constante dans votre tête qui commente, qui juge, qui encourage ou qui critique. Et la recherche en psychologie du sport, elle va distinguer deux types de dialogue interne. Il y a le dialogue interne motivationnel, où ça va être des phrases courtes et percutantes qui vont renforcer l'effort, la confiance et la détermination. Du genre, je suis fort, j'ai préparé pour ça, un pas de plus, je peux le faire. Bref, le type de dialogue particulièrement efficace pendant les moments d'effort intense ou de doute. Et derrière, on a le dialogue interne instructionnel. C'est des cues techniques courts qui dirigent l'attention vers des aspects spécifiques de la performance. Les coups de série, pousse dans les genoux, respire, vas-y, relâche les épaules. Et ce type de dialogue, il est optimal pour maintenir la technique et corriger les erreurs en temps réel. Il y a une méthode 2011 de 32 études qui a confirmé que l'utilisation structurée du dialogue interne va améliorer la perf de manière significative, avec des tailles d'effet moyennes à larges en fonction de la tâche. L'effet, il est plus prononcé pour les tâches fines et précises que pour les tâches de force brute, mais la force brute va quand même bénéficier d'un dialogue motivationnel approprié. La clé de tout ça, ça va être la formulation. Le dialogue interne, il doit être positif, au présent, personnel, court et rythmique. Positif dans le sens je reste fort plutôt que ne fais pas, n'abandonne pas. Au présent, dans le sens où je cours de manière puissante plutôt que je vais courir de manière puissante. Dans le sens personnel, où on va utiliser le je pour s'inclure, pas le tu ou le on, le je. Ça va être court et rythmique, idéalement synchronisé avec le mouvement ou la respiration. Derrière, on va aussi avoir des ancrages psychophysiologiques. Un ancrage, c'est une association conditionnée entre un stimulus et un état mental ou émotionnel spécifique. C'est un concept qui est emprunté à la programmation neurolinguistique, PNL, et je ne parle pas du rappeur, et qui est validé par des décennies de recherche en conditionnement classique. Mais comment on fait pour créer un ancrage? D'abord, on va identifier l'état désiré. La confiance, la concentration, le calme, l'activation optimale, etc. Ensuite, on va se rappeler d'une expérience passée. On va se souvenir d'un moment où on était pleinement dans cet état.
Ça peut être une compétition où on était dans la zone, dans le flow, ou en entraînement, où tout était facile, on était au max, comme si tout était devenu plus simple. Le 3, ça va être de revivre intensément. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de visualisation mentale précédemment. Vous allez fermer les yeux et vous allez vous replonger dans ce souvenir avec tous les détails sensoriels, émotionnels. Vous voyez ce que vous voyez, vous ressentez ce que vous ressentiez et vous entendez les sons que vous entendiez. Ensuite, au pic émotionnel, vous allez créer le stimulus. Juste au moment où l'émotion elle est la plus intense, vous allez effectuer un geste, un toucher spécifique. Par exemple, ça va être de serrer le poing d'une certaine façon, de toucher deux doigts ensemble ou de vous tapoter la cuisse. Quelque chose, un genre de tips. Et vous allez répéter ce conditionnement. Vous allez refaire cet exercice régulièrement, 10, 15 fois sur plusieurs jours pour renforcer cette association. Ensuite, vous allez le tester et l'utiliser. Avant une performance, vous allez effectuer le geste d'ancrage. Si le conditionnement il est bien établi, ça devrait vous rappeler instantanément l'état mental désiré. Les athlètes olympiques utilisent très souvent les ancrages sophistiqués. Michael Phelps, par exemple, encore et toujours, avait une séquence spécifique de gestes avant chaque course. Et le plus connu sans doute, ça va être Rafael Nadal au tennis, avec ses rituels distinctifs avant chaque service. Et ces comportements, c'est pas de simples superstitions. Ce sont des ancrages psychophysiologiques qui vont activer des états mentaux optimaux qui sont conditionnés par des milliers de répétitions. Et derrière tout ça, il y a la gestion de l'activation, la courbe de Yerkes-Dodson. Un concept crucial du conditionnement mental, c'est la gestion de votre niveau d'activation psychophysiologique. Très peu activé, vous allez être mou et lent. Et si c'est trop activé, vous allez être tendu et chaotique. Et il y a un niveau optimal d'activation pour chaque tâche. La loi de Yerkes-Dodson, qui est formulée en 1908, elle décrit cette relation. La performance, elle suit une courbe en U inversée, en fonction de l'activation. Pour les tâches simples et physiques, le pic de perf, il va se situer au niveau d'activation relativement élevé. Et pour les tâches complexes, précises, le pic il se situe à un niveau d'activation modéré. Un powerlifter, en force athlétique, qui va tester un ARM au deadlift, donc sa charge max sur un soulevé de terre, il va bénéficier d'une activation très élevée. On va avoir de l'adrénaline, une intensité max, une agressivité contrôlée. Alors qu'un tireur de précision va chercher lui au contraire un état calme, un rythme cardiaque bas et une respiration contrôlée. Donc c'est deux aspects totalement différents. Et le conditionnement mental, il vous permet d'atteindre volontairement le niveau d'activation approprié à travers plusieurs techniques. Donc pour augmenter l'activation, on va avoir une respiration plus rapide, plus énergétique. On va avoir une imagerie mentale d'une action explosive. D'où l'intérêt, encore une fois, de l'imagerie mentale qu'on a vu précédemment. Le dialogue interne, il va être agressif, motivationnel. Si vous avez une musique énergisante dans les oreilles, quelque chose qui va venir vous booster. Et derrière, on va chercher des mouvements dynamiques et explosifs. Alors que, à contrario, pour réduire l'activation, on va avoir une respiration lente et profonde, des inspirations longues de 4 secondes, une expiration qui va aller 6 secondes, par exemple. On va avoir une image mentale de calme, la plage, la forêt. Et le dialogue interne, il va être apaisant. On va chercher une relaxation musculaire progressive et on va avoir un focus sur des sensations corporelles plus subtiles. Les athlètes vont développer un thermostat mental, entre guillemets, plus sophistiqué qui va leur permettre d'ajuster leur activation en temps réel en fonction de ce que la situation va demander. Derrière, tout ça, ça va aussi permettre une résistance à la douleur et à l'inconfort. Ce conditionnement mental, il va avoir une capacité de modulation de la perception de la douleur et de l'inconfort. La douleur, elle n'est pas simplement un signal sensoriel. C'est une expérience qu'on construit avec le cerveau et qui va intégrer des composantes sensorielles, émotionnelles et cognitives. C'est quelque chose que l'on crée. Des études en neurosciences de la douleur montrent que l'entraînement mental peut réduire l'activation de la matrice douloureuse cérébrale, à savoir le cortex singulaire antérieur, l'insula et le cortex somatosensoriel, pour ceux qui veulent, en réponse derrière à des stimuli douloureux identiques. Donc, on va se demander par contre, mais comment je peux conditionner mon cerveau pour avoir une meilleure tolérance à la douleur? Si j'ai mal, j'ai mal.
Eh ben, c'est un peu plus complexe que ça. On a une dissociation cognitive. Il va falloir chercher à détacher mentalement votre conscience de la sensation physique. Imaginez que la douleur, elle appartient à quelqu'un d'autre, ou que c'est un objet extérieur à vous et que vous observez avec détachement, comme si vous étiez à la troisième personne. Et cette technique, elle est utilisée de manière efficace par les coureurs d'ultra. Bah oui, parce que au bout de 150 bornes, vous commencez à sentir les petits orteils, hein. Et un petit peu avant même. Derrière, on va avoir un recadrage interprétatif. On va changer la signification qu'on donne à la sensation. Ce n'est pas de la douleur, c'est de l'intensité. C'est pas un signal de danger, c'est un signal de progrès. La douleur, elle est temporaire et l'accomplissement, il est permanent. Big up à Casquette Verte au passage. La focalisation intentionnelle, c'est un autre aspect. On va diriger intensément son attention sur autre chose que sur la douleur. Vous allez compter vos répétitions en étant concentré de manière absolue sur ce comptage. Vous allez analyser chaque aspect technique de votre mouvement. Vous allez chanter mentalement une chanson. Vous allez penser tout simplement à autre chose. L'acceptation consciente, c'est que plutôt de résister à la douleur, vous allez l'accueillir, lui ouvrir les bras pleinement. Vous allez l'observer avec curiosité comme un phénomène sensoriel intéressant. Vous allez noter sa qualité, son intensité, sa localisation, comment elle va fluctuer. Et ce paradoxe de l'acceptation, il va réduire souvent la détresse qu'on a associée cérébralement à la douleur. Il y a une étude qui a été faite sur des athlètes d'endurance élite et des non-athlètes sur un test de tolérance à la douleur par une immersion de la main dans de l'eau glacée. Les athlètes, comme toujours, toléraient cela 60% plus longtemps. Mais c'est pas parce qu'ils ressentaient moins de douleur. L'eau avait la même température, c'était la même chose. C'est que ils avaient simplement une capacité mentale supérieure pour endurer cet inconfort, pour accepter cette douleur. Et c'est là où on va revenir à l'état de flow, où on est dans un état particulier où vous allez performer sans effort conscient. On est totalement immergé dans l'action, avec une sensation d'aisance et de contrôle purement parfait. C'est ce que les athlètes appellent être dans la zone. Le flow, il va se caractériser par une concentration intense sur le présent, la fusion entre action et conscience. C'est une perte de conscience de soi réflexive, un sentiment de contrôle sur l'action, et vous allez avoir une distorsion de l'expérience temporelle. C'est comme si l'expérience, elle était intrinsèquement gratifiante. Et il y a des études en neuroimagerie qui montrent que pendant le flow, il y a une hypoactivation du cortex préfrontal, et particulièrement du cortex préfrontal médian qui est impliqué dans l'autoréférence et le jugement. C'est ce qu'on appelle l'hypofrontalité transitoire. Votre cerveau, il va éteindre partiellement les régions qui analysent, qui jugent et qui s'inquiètent. Et il va laisser les régions sensorimotrices fonctionner sans interférence. C'est comme s'il n'y avait que le moteur qui tournait et il n'y a plus d'ordinateur de bord qui est là pour dire attention à ça, attention à ça. C'est complètement fluide. Et il y a des conditions facilitantes à ça. Ça va être un challenge optimal pour que ce soit ni trop facile ni trop difficile. On est bien d'accord. Avec des objectifs clairs et un feedback immédiat pour que vous soyez totalement concentré sur l'action. On a aussi des techniques d'induction, un rituel de pré-performance qui ancre un petit peu dans l'état de flow. On va avoir un focus attentionnel externe plutôt qu'interne. Donc, on va être un focus sur le résultat ou sur l'environnement plutôt que sur les mouvements. Et derrière, on va aussi chercher à lâcher prise au niveau du jugement et de l'analyse pendant l'action. Elle va se faire toute seule, de manière automatique, parce qu'on était préparé à ça. Et c'est ça qu'on cherche, une activation du mode automatique via une surpratique préalable. Mais ironiquement, on ne peut pas forcer le flow en y pensant. Plus on va essayer consciemment d'y accepter, plus il va nous échapper. Et le conditionnement mental, il va créer les conditions propices. Puis, il va falloir lâcher prise et faire confiance aux capacités automatiques du corps. Laisser l'inconscient prendre sa part des choses. Derrière, on va avoir des croyances et des attentes par rapport à ça. Les croyances qu'on a sur nos capacités, elles ont un impact mesurable et direct sur nos performances réelles. Et c'est pas juste une pensée magique.
comme ça pouvait être le cas d'apparence par rapport à la visualisation mentale. C'est de la neurobiologie. L'effet placebo, il est bien documenté en médecine. Si vous croyez qu'un traitement va fonctionner, il est plus susceptible de fonctionner, même si c'est de l'homéopathie. Oups! Et le même phénomène va exister dans le sport. Si on prend une boisson qu'on donne aux cyclistes et on leur dit il y a un nouveau supplément dedans, ça va te booster. Et bien la moitié qui a reçu la boisson, il y a de la caféine, l'autre moitié, il n'y a rien du tout. Et bien les perfs, elles se sont améliorées dans les deux groupes de manière équivalente. Les attentes positives avaient créé une amélioration réelle. C'est ça l'effet placebo. Et dans le même type d'étude, on a donné un produit présenté comme un stéroïde anabolisant à des athlètes en leur disant que ça allait les booster. Et bien sur les 4 semaines suivantes, les athlètes ont gagné en force de manière significativement supérieure au groupe contrôle, juste parce qu'ils pensaient être sous stéroïdes. Et malheureusement, il y a aussi la même expérience avec de l'alcool, où on donne de l'eau à des gens, on leur dit que c'est de l'alcool, et bizarrement, ils ont la sensation d'être caisse. Mais derrière tout ça, les mécanismes, ils sont multiples. On va avoir un effort accru. Quand vous pensez que vous pouvez faire mieux, inconsciemment, vous allez vous donner plus à fond. On va aussi avoir une activation neurologique qui sera optimale. Les attentes positives réduisent l'inhibition des neurones moteurs. On a une réduction de la perception d'effort. Parce que on va le ressentir, on va se conditionner pour le ressentir comme moins difficile. Et on a aussi derrière forcément des effets hormonaux. Parce que les attentes, ce qu'on va s'imaginer, va moduler la libération d'endorphines et des autres neurotransmetteurs. Et donc vous voyez que le conditionnement mental travaille délibérément sur les croyances, en visualisant systématiquement le succès, en cultivant le dialogue interne de manière positive et en créant des ancrages avec des états de haute performance, et ben vous construisez progressivement une structure de croyance qui soutient plutôt qu'une structure qui va saboter vos capacités. Et c'est pas magique. Entre la visualisation et le conditionnement, la recette elle est magnifique. Mais il reste toujours la question de l'application pratique de manière précise. On va tout d'abord voir un programme de visualisation pour la musculation. Ensuite, on le verra pour la course à pied, pour la compétition et un peu plus pour le quotidien. D'abord, pour la muscu, on va commencer avec 1 à 2 semaines d'établissement des bases. On va faire 6 sessions de 15 minutes avec un focus sur la visualisation de la technique pure en perspective externe. Attention. Et on va chercher à décomposer le mouvement en phases et à visualiser chaque phase de manière lente. On n'aura pas encore de charge lourde dans la visualisation. On va d'abord se focus sur la forme parfaite. Ensuite, les 2 semaines suivantes, donc 3 et 4, on va intégrer les éléments kinesthésiques. Donc ce sera 6 sessions d'une vingtaine de minutes où on va passer progressivement à la perspective interne en incluant cette sensation de résistance et de charge. Et on va visualiser des charges qui seront progressivement de plus en plus lourdes, en incluant les sensations musculaires, la pression, la respiration. Et enfin, les semaines 5-6, on va visualiser la performance. Donc pareil, 5-6 sessions d'une vingtaine de minutes où vous allez chercher à visualiser des charges au niveau de votre PR ou légèrement au-dessus de votre PR actuel. Et on inclut le contexte, l'échauffement, l'activation, cette approche de la barre. On va aussi maintenant intégrer l'activation émotionnelle dont on a bien parlé précédemment, cette confiance, cette puissance et ce contrôle dans le mouvement. Vous visualisez non seulement le succès, mais aussi la gestion des difficultés qui peuvent venir à vous, le déséquilibre et la correction qui va s'en suivre. Et ensuite, on va avoir une maintenance continue après ces 6 semaines, ou les semaines suivantes, vous allez avoir 3-4 sessions d'une quinzaine de minutes par semaine, en ajoutant des mini-sessions de 5 minutes avant vos entraînements. Et on va chercher bien évidemment à visualiser des séries lourdes. Au niveau des résultats, sur les 6 semaines, attendez-vous à une amélioration de 5% de votre RM, en combinaison avec l'entraînement physique, on est bien d'accord. L'amélioration, elle sera plus prononcée dans la confiance technique et la consistance que dans la force brute en tant que telle. Ensuite, on a un programme en course à pied. Pour un coureur qui prépare par exemple un 10 km. 8 semaines avant la course, il va faire 5 sessions de 15 minutes par semaine, où il va visualiser le parcours en entier.
en utilisant des vidéos du parcours si possible, en allant sur place, et il va avoir un premier focus sur le maintien de la technique en fatigue. Il va pratiquer mentalement les stratégies de gestion de son allure. Ensuite, 4 semaines avant, il va faire une visualisation segmentée. Le départ, les premiers kilomètres, le milieu de la course et la fin de la course. En incluant par exemple des scénarios un peu plus difficiles. Un vent de face, un concurrent qui double, un point dur au 7e kilomètre, un petit faux plat. Et mentalement, il va commencer à pratiquer certains mantras et le dialogue interne qu'on a vu avec le conditionnement mental. Pendant la semaine de la course, ça va être par contre des sessions quotidiennes, peu courtes, d'une dizaine de minutes, où on va avoir une visualisation complète de la course avec l'ensemble des détails sensoriels. La chaussure, comment la réaction du sol se passe, au niveau de la respiration, si l'air est plus frais, comment on va gérer ça, la buée qui va arriver sur les lunettes pour ceux qui en ont, voilà. Et on va avoir un focus aussi sur l'activation émotionnelle positive. La veille, on va visualiser le départ et les 2 premiers kilomètres, et le matin de la course, on va faire une visualisation courte avec un succès global. Puis, pendant la course, on peut utiliser plutôt des flashs de visualisation de 5-10 secondes au moment clé. Et au point difficile, vous allez vous visualiser brièvement vous-même comme c'était le cas dans les visualisations. Vous êtes plus puissant, vous contrôlez le mouvement, c'est vous qui gérez la course et pas l'inverse. Et puis sur les derniers kilomètres, vous allez de la même manière vous visualiser avec des petits flashs en franchissant la ligne d'arrivée. Ok ? Pour les protocoles de conditionnement mental pré-compète, maintenant vous allez avoir une routine dans les 24 heures qui précèdent la compète. Donc la veille au soir, 20 minutes de visualisation complète de la performance idéale telle que vous pouvez la projeter, avec un focus particulier sur le moment de départ, le début de celle-ci. Ensuite, vous allez vous visualiser en gérant le stress et l'excitation avec calme. Le dialogue interne, ça va être « je suis prêt », j'ai fait le taf, je me suis entraîné, comme je pouvais le faire, je suis confiant. Et le sommeil n'est pas à lésiner, vous allez vous coucher avec une image mentale positive de votre succès. Le matin de la compète, au réveil, vous allez pareil faire 5 minutes de visualisation en restant au lit. Vous allez activer votre ancrage de confiance dont on a parlé précédemment. Le dialogue interne positif pendant toute la routine matinale devra être présent. Mais par contre, vous allez éviter de tout suranalyser ou de douter. Vous allez conserver ce que vous avez répété de manière visuelle les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois. Et ensuite, 2-3 heures avant, vous allez faire une session de visualisation d'une 15aine de minutes dans un endroit calme, avec une perspective interne et tous les sens qui sont engagés. Vous allez essayer d'inclure cette sensation de flow, de contrôle, d'aisance, et vous allez terminer par une affirmation puissante qui est personnalisée, que vous avez élaborée. 30 minutes avant, une petite visualisation de 5 minutes pendant l'échauffement et un focus sur les 30 premières secondes de la perf. Vous allez activer votre état optimal par votre ancrage. Votre dialogue interne, il va être court et rythmique. Et juste avant, les dernières minutes, vous allez fermer les yeux 30 secondes, prendre une respiration plutôt profonde et activer cet ancrage une dernière fois. La phrase clé personnelle, ça pourrait être par exemple « Je suis prêt, c'est mon moment et on y va ». Puis vous lâchez prise totalement, vous entrez dans l'action en étant calme et serein. Comme tout sportif, on peut être blessé et comme on l'a vu, la visualisation, elle est particulièrement précieuse pendant les périodes de blessure où l'entraînement physique il est limité, voire impossible. En phase aiguë, donc immédiatement après la blessure, on va éviter de visualiser la blessure elle-même. D'accord ? On va pas chercher une imagerie mentale de la douleur ou du trauma, mais plutôt, à l'inverse, une visualisation de la guérison. Des tissus qui se réparent, de l'inflammation qui diminue et de la force qui revient. Et cette visualisation de guérison, elle peut accélérer la récupération par des effets neuro-immunitaires. Ensuite, pendant la phase de rééducation, vous allez visualiser les exercices de rééduc avant de les effectuer. Et entre les sessions physiques, pareil, on va pratiquer mentalement les mouvements. Toujours une petite étude qui a montré que des athlètes blessés qui ajoutaient 20 minutes de visualisation quotidienne à leur rééduc récupéraient 30% plus vite. Voilà, on pose ça là, au cas où ça en chaufferait quelques-uns. Et ensuite, bien sûr, la phase de retour à l'entraînement. Et vous allez visualiser, vous, performant
au niveau avant blessure, au niveau pré-blessure. Vous allez gérer mentalement les appréhensions et les craintes de reblessure. Ok? Vous allez reconstruire progressivement la confiance par des visualisations de succès. Et le bénéfice psychologique, il est peut-être aussi important que le bénéfice physique. La blessure, elle est mentalement très difficile pour les athlètes. Et la visualisation, elle va vous permettre de donner un sentiment de contrôle et de contribution active à la récup. Ensuite, dans la vie quotidienne, pour le tout un chacun, la visualisation et le conditionnement mental ne se limitent pas au contexte sportif. Les mêmes principes peuvent s'appliquer à toute performance. Au niveau professionnel, par exemple, vous allez visualiser une présentation importante avant de la donner. Ça fait partie des applications. Pour un entretien, vous allez pratiquer mentalement une conversation qui peut être difficile à tenir. Imaginez-vous gérant calmement une situation stressante. Pour l'apprentissage de compétences, pour un musicien, un chirurgien ou un étudiant par exemple, le musicien va visualiser sa pièce complexe au piano, une mesure, deux mesures, quelques-unes, un accord qu'il a du mal à mettre en place. Un chirurgien peut répéter une procédure. L'étudiant, il va se visualiser pendant l'examen en train de se rappeler certaines informations pour répondre à la question. Et dans le quotidien, on peut aussi l'utiliser pour l'ancrage des émotions, pour accéder à des états de calme ou de confiance dans la vie quotidienne et ne pas succomber aux attentes, au stress. Vous allez pratiquer ce dialogue interne positif dans les moments de doute qui peuvent survenir. Visualisez vos objectifs à long terme pour maintenir la motivation. Au final, on se rend compte que la frontière entre le mental sportif et le mental de vie, elle est artificielle. Les deux sont complémentaires, similaires, et ce qu'on travaille dans l'un, on peut le travailler dans l'autre. Au final, les compétences restent présentes, et celles que vous allez développer dans le sport vont vous permettre d'enrichir tous les domaines de votre existence. Voilà pour le petit survol. On a vu aujourd'hui tout ce qui était visualisation mentale, conditionnement et quelques applications pratiques en fonction de certains sports pour que vous puissiez les appliquer. J'espère aujourd'hui vous avoir permis de découvrir un petit aspect de votre mental où votre esprit n'est pas simplement un observateur passif de vos performances physiques, mais c'est au contraire un sculpteur actif de vos capacités. Et les neurosciences, elles ont confirmé ce que les athlètes savaient intuitivement, c'est que l'entraînement mental va produire des adaptations neurologiques qui sont réelles et mesurables. Quand vous visualisez un mouvement avec suffisamment d'intensité et de détail, vous activez les mêmes circuits neuronaux que quand vous l'exécutez de manière réelle. Vous renforcez les connexions synaptiques, vous affinez le programme moteur et vous optimisez les patterns de coordination. Moi, ça me rend complètement dingue. Et le conditionnement mental, il va au-delà de la simple répétition. C'est la construction délibérée d'états mentaux optimaux. La gestion sophistiquée de votre activation au niveau psychophysiologique et la modulation de la perception de l'effort et de la douleur. Et c'est complètement fantastique. Et la beauté de ces outils, c'est leur accessibilité. Vous avez besoin de rien, d'aucune salle, d'aucun partenaire, simplement d'un peu de temps et de concentration. Et plus vous vous entraînez, plus ce sera simple. 15-20 minutes par jour, ça peut produire des améliorations en quelques semaines. Et l'intégration, c'est la clé. La visualisation, elle va certes pas remplacer un entraînement physique, mais elle va le compléter, l'amplifier et le bonifier. Si vous l'utilisez stratégiquement avant, pendant et après vos sessions, ça va optimiser chaque aspect de votre développement athlétique et rendre chaque session encore plus intéressante. Et au final, ce que je peux vous recommander, c'est de commencer petit, comme on l'a vu. Mais soyez consistant et présent pendant les entraînements de visualisation. Une session de 10 minutes, 5 fois par semaine, c'est beaucoup plus efficace, comme dit, qu'une session d'1 heure, une fois par semaine. Vous allez développer petit à petit cette compétence de visualisation, comme si vous développiez votre force, votre endurance. Et votre potentiel physique, il est complètement lié à votre capacité mentale. En maîtrisant les outils de la visualisation et du conditionnement, vous ne déverrouillez pas juste de meilleures perfs, mais vous allez transformer complètement votre relation à ce dont vous êtes capable pour vous permettre d'avancer et de performer encore plus loin. Alors, je souhaitais vous remercier pour cette exploration au niveau du mental et que vous soyez athlète, artiste ou professionnel. J'espère que tout ça, ça vous a permis d'avoir une autre vision des choses et que ça vous permettra d'avancer dans votre quotidien. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher quelques étoiles et puis on se dit à la semaine prochaine pour un prochain podcast.